Ce plan de protection de l'atmosphère a une fiche technique qui s'appelle « Interdiction de brûler les déchets verts ». Mais il ne concerne que la côte basque, de Ondres à Urugne. Donc ce que nous demandons, c'est l'extension aux 158 communes de la communauté d'agglomération du Pays basque. Ce collectif, qui revendique une quarantaine de membres, a alerté les élus à ce sujet. Mais l'abus, il vient quand on le fait très fréquemment et qu'on ne laisse pas le temps à l'écosystème de se régénérer. Et en fait, c'est un peu le problème de l'agriculture aujourd'hui, c'est que on coupe le cycle, on ne lui laisse pas le temps de recycler, on ne lui laisse pas le temps de digérer tout ce qu'on fait. Et du coup, quand on brûle le sol plusieurs fois, j'imagine que ça revient au même à faire un travail du sol. En fait, on met le sol à nu. Et en plus, l'écobuage, c'est dans la montagne, donc c'est sur des trucs pentus. Et du coup, automatiquement, je pense qu'il y a de l'érosion. Ouais. Et après, il y a une perte de biodiversité parce qu'on va sélectionner certaines plantes qui résistent au feu. Mais tout tas d'autres plantes qui étaient là avant et qui n'avaient pas l'habitude d'avoir autant de feu, elles vont disparaître. Donc. Et les conséquences, en fait, à terme, si on nourrit pas le sol, on nourrit pas les hommes. C'est vraiment pilote. Il n'y a pas d'autres associations, d'autres collectifs qui prennent aussi bien à bras le corps ce problème et qui souhaitent discuter, qui souhaitent être dans la concertation, trouver des solutions, les exposer et puis surtout aller de l'avant. Moi, ça fait 25 ans que je suis apiculteur. Donc, 25 ans, je peux dire, de colère intérieure par rapport à un ensemble de choses. Le feu à la montagne, les poisons, enfin, c'est incroyable quoi. On ne peut pas... Qu'est-ce qu'il y a de plus simple qu'une ruche, par exemple? Alors, les ruches, jusqu'à encore il y a 50 ans, même moins que ça, il y avait des essaims d'abeilles partout, dans chaque tronc d'arbre, etc. Maintenant, quelqu'un qui veut faire vivre une ruche, ça devient un exploit, comme si on devait aller à la Lune, quoi. Alors c'est incroyable qu'on soit arrivé à des absurdités comme ça. Alors, 25 ans de lutte. Avec ma femme, on a pris des pelles, on a été éteindre des feux à la montagne, tout ça. Rien à foutre, rien à foutre. Chaque paysan dans son truc. Et puis après, tant que ce n'est pas des grosses fesses de vache ou des trous du cul de brebis, etc. Voilà, la petite abeille, ça n'a aucune importance. Mais c'est des familles qui doivent vivre. Oui, ça c'est des écobueurs et il faut expliquer pourquoi. Parce que derrière, il y a l'argent. Il y a la prime de la politique agricole commune. Ces fameuses MEAEC, mesures agro-environnementales climat, donnent à ceux qui ont de la surface de l'argent. Et selon un principe d'administration de l'agriculture dans ce pays et ici au Pays basque, plus tu es gros, plus tu as de la surface, plus tu touches. Donc on est dans une immense inégalité de traitement qui oublie ceux qui ne vont pas déposer des dossiers parce qu'ils n'en ont pas les moyens, ils sont des petits, et il faut faire très attention que la pratique de l'écobuage, c'est un engrenage dangereux pour faire disparaître le petit paysan. En effet, la problématique des abeilles, dans une problématique plus globale, c'est tout ce qui est usage d'insecticides, toute cette logique d'agriculture industrielle, etc., c'est vraiment allié avec une logique économique qui s'appelle tout simplement la logique marchande, qui a donné la logique capitaliste. Et je pense qu'il est fondamental, en effet, de trouver une alternative à cette logique-là pour pouvoir en trouver de manière concrète à des problèmes spécifiques qui naissent de cette logique économique-là, comme l'usage des insecticides ou comme l'usage des feux de montagne. On est dans une civilisation, la civilisation occidentale en général, c'est le domaine de la rationalité. C'est-à-dire qu'on aborde les choses, on dissèque, on casse les choses. C'est-à-dire, voilà, on va mettre l'abeille d'un côté, l'agriculture de l'autre, l'humain de l'autre, la société industrielle de l'autre, etc. Tout est cloisonné dans la rationalité. Mais ce n'est pas du tout comme ça. Pour moi, ça, c'est une vision de l'humanité qui est dépassée. On est rattaché au tout, on fait partie du tout. Ça fait partie
des autres polluants, ça vient se rajouter à tous ces trucs de poison, etc. Et voilà, donc ça fait un problème de plus pour l'apiculteur, parce que l'apiculteur, bon, moi, j'ai eu des empoisonnements. Quand je travaillais avec les abeilles, j'avais 200 ruches. Et une année, un printemps, je me suis retrouvé sur les 200 ruches, je n'avais plus que 40 colonies de vivantes. Voilà. Et comment tu fais après? Parce que l'apiculteur, en fait, ça n'a rien à voir avec l'agriculteur. On n'est pas dans le même, on n'est pas sur le même bateau. L'apiculteur et l'agriculteur ou l'exploitant agricole ne sont pas sur. L'apiculteur, il n'a pas de subvention. Donc, toutes ces maisons et tout ça qui se sont faites dans le Pays Basque et tout ça, mais se sont faites comment? Se sont faites par les subventions européennes. Et s'il n'y avait pas eu de subventions européennes, ce serait comme chez moi. Les façades de ma maison ne sont pas crépies. Elles sont comme quand les gens vivaient dans les années 1920-1930 par là. Voilà. C'est ça, quand tu mettais un peu d'argent de côté, tu pouvais le faire. Mais tout ça, c'est de l'artificialité. Tout ça, c'est artificiel. Voilà, parce qu'un cultivateur, s'il devait vivre avec les résultats de son activité, il ne pourrait pas. Imagine un cultivateur qui ressort un salaire de 300 €, 330 ou 350 €. Et les suicides et patati, mais oui, mais non, dans le crétinisme total, quoi. Et voilà, ça a commencé dans ces années-là, avec cette débilité d'agriculture industrielle et qui a tout détruit, qui a détruit les sols, qui a détruit les savoirs des gens. Mon père était né dans les années 1900, mais il n'avait pas besoin, il a été à l'école peut-être 2 années de sa vie, et encore, il n'y allait pas tous les jours. Mais ces gens avaient une sagesse, mais une sagesse qu'ils avaient héritée de centaines et de centaines de générations avant eux. À notre avis, il n'y a pas de réforme au sein du capitalisme, il n'y a pas de capitalisme vert, il n'y a pas de capitalisme durable, il n'y a pas de capitalisme à visage humain. Le capitalisme, c'est une logique mortifère de par sa logique interne qu'il faut vraiment analyser et comprendre. C'est pas parce qu'il y a des méchants qui manient, c'est parce que la logique interne même du capitalisme est une logique mortifère. Alors ils ne sont pas tous sympas, ceux qui ont le pouvoir et les clés en main, mais il faut plus voir dans la logique même du système le problème que dans les personnes et nous-mêmes qui le faisons. Nous sommes tous responsables du capitalisme, on nourrit tous le capitalisme. Comme tu disais d'une autre manière, on fait fonctionner les banques, c'est dire la même chose, c'est-à-dire qu'on fait fonctionner le système capitaliste. Donc c'est trouver des alternatives qui sortent de cette logique marchande, de cette logique de l'argent, de cette logique économique. C'est, à notre avis, la seule solution d'avenir. Et la situation est aussi catastrophique que magnifique est l'alternative à trouver à cette solution-là, quoi. Donc c'est pas de tristesse, pas de pessimisme, d'optimisme. Des proches disaient la différence entre l'optimiste et le pessimiste, c'est que le pessimiste c'est un imbécile malheureux, alors que l'optimiste c'est un imbécile heureux. Alors soyons imbéciles heureux. Le gros inconvénient, c'est quand vous laissez la fougère devenir dominante. Si vous brûlez en plus la fougère qui est devenue dominante, vous brûlez les graminées qui sont dessous, le reste de graminées qui est dessous, et la fougère redomine. Donc, chercheurs, des gens ont dit, c'est la fougère. Mais non, la fougère n'aime pas le feu. La fougère est la première à partir, couvre le sol, donc la photosynthèse ne peut plus se faire pour les graminées au ras du sol, la fougère gagne. Si vous cassez cette fougère, et il y a des Anglais, etc., qui se sont mis à inventer des machines pour casser la fougère, c'est des espèces de rouleaux-fac, là, qui roulent au printemps et qui cassent la fougère. Si vous cassez la fougère, la graminée arrive à taler, arrive à grainer, et donc se ressème, avant que la fougère ne domine. Donc il y a des graines, il y a une réserve. Bon, tout ça, pour revenir au feu que nous on utilisait, entre les brûlis, et suivant, on brûlait tous les 4-5, c'était rare, un événement presque. Mais quand on brûlait des petites surfaces et on avait préparé le feu et on était 15 voisins. Ce système-là avait tout compris. Moi, je suis très, très, très regardant
j'essaie de trouver, quand on trouve une opération, quand on voit faire les gens, ou quand on voit ce qu'ils ont fait, il faut un peu comprendre pourquoi ils le font. Et généralement, ce n'est pas une action comme ça, c'est un système qui s'installe, et le système fonctionne, à long terme en tout cas, c'est le système qui fonctionne. Si c'est qu'une action individuelle, ça dure le temps de la bonne volonté de l'individu. Mais si le système s'équilibre, se met en place, s'équilibre, et tout compte fait est rentable économiquement, ça dure très longtemps. La présence de haies bocagères, j'allais dire, il y a là aussi plusieurs périodes. Il y a la période, j'allais dire, où les haies, en tout cas les arbustes en haies, servaient de clôture et de limite. C'était avant l'invention du barbelé. Puisque, après tout, dans un pays d'élevage, si vous voulez garder les animaux, il vous faut quelque chose. Ici, il y avait l'aubépine, l'églantier, l'épine noire, le prunelier. Et si vous mettez ça relativement planté serré, ça fait une clôture impeccable. Il est passé des périodes difficiles. Donc les années, j'allais dire 40-50, mon père racontait que quand il avait acheté une maison qui était un peu soumis à la bonne volonté des voisins pendant quelques années, et quand il est arrivé, il n'y avait pas un arbuste dans les haies, puisque les voisins, on n'avait pas encore inventé le but à gaz, et donc les voisins, pour se chauffer, ils avaient utilisé leurs arbres plus les haies du voisin. Et avant qu'une bruyère elle puisse refaire une fleur, c'est-à-dire une graine potentielle, il lui faut combien? 4 ans? Une bruyère, pour qu'elle puisse sécréter du nectar, il faut 7 ans. 7 ans. Et déjà, pour un berger, 3 ans, un endroit qui n'est pas brûlé, c'est inimaginable. On n'est pas dans les mêmes notions de temps. Parce que la nature nous impose une certaine notion du temps. Voilà. Donc, nous, on respecte parce que la bruyère, elle ne va pas produire de nectar avant 7 ans. Donc, on est bien obligé d'attendre 7 ans pour faire une récolte de bruyère. D'accord, mais je suis d'accord. Quelqu'un qui passe par là, il faut une allumette. Et qu'est-ce qu'on fait après? Et puis voilà. Voilà, je préconise, moi, je vais installer chez moi, partout où c'est possible, des bois clairs. Et en faisant des recherches sur l'internet, en allant sur le site gouvernemental, eh bien, je me suis aperçu que le gouvernement précédent, le ministère de l'Agriculture, faisait la promotion de l'agroforesterie et faisait exactement le même constat que moi. Donc ça, c'est très intéressant. Quand on dit ça au responsable de la FNSEA, bien, il se cabre. Il dit non, c'est pas vrai. Il y a deux choses. Il y a le monde du pastoralisme et le monde de la forêt, et ils sont incompatibles l'un avec l'autre. Donc, il s'appuie sur rien, c'est comme ça. Il y a un autre problème qui justifie la prolifération des écobuages, c'est celui de la PAC. Il faut savoir, alors c'est des problèmes assez compliqués, il faut savoir que les aides aux surfaces sont proratisées maintenant. C'est-à-dire que ce qu'on appelle une aide aux surfaces, 1 hectare égale un droit à paiement de base, un DPB. Et ça, c'est proratisé, c'est-à-dire que l'Europe ne paye plus les broussailles, elle paye que l'herbe. Donc on demande aux paysans d'estimer le pourcentage de broussailles qu'il a sur ses parcelles, et seul le pourcentage d'herbe sera subventionné. Si des broussailles, eh bien ce pourcentage va augmenter. Si le milieu se ferme, eh bien le pourcentage diminue. Au-delà de 80% de broussailles, l'aide n'est plus versée. Alors, il y a une autre chose, c'est que ces aides ne sont pas plafonnées. Par contre, pour activer des DPB, il faut les charger en bétail. Il faut charger les terres en bétail. Donc il faut avoir des bétails, au moins administrativement, qu'on fait passer sur les terres. Et après, plus on a de bétail, plus on peut plus on peut charger en des hectares, et plus on peut activer de DPB sans qu'il n'y ait jamais de limite. Et donc les très grosses structures qui ont beaucoup de bétail peuvent charger énormément d'hectares et déclarer énormément de DPB. Et donc ils n'auront jamais les moyens physiques d'aller débroussailler mécaniquement toutes ces terres. Et si le taux d'embroussaillement est supérieur à 80%, eh bien, ils auront zéro aide. Donc l'intérêt pour eux de recourir à l'écobuage, c'est non pas de ramener la verte prairie partout, mais c'est simplement de débarrasser les terrains des ligneux les plus importants, ceux qui gênent, qui empêchent le passage du bétail. De manière à retomber dans la tranche
de prorata de 50-80, ce qui leur permet de toucher à peu près le tiers de l'aide. Cette aide qui sera, donc, normalement, à 2020, on devrait être sur les DPB à la moyenne nationale sur l'ensemble de la nation, aux alentours de 130 € l'hectare. Donc le tiers de 130 € multiplié par des centaines d'hectares, ça fait beaucoup d'argent. Moi j'ai assisté, un jour il y avait un incendie, on va dire. On téléphone aux pompiers, c'était pas très loin, avec un dégagement de fumée colossal. Et on nous dit, ben non, c'est un feu dirigé. Alors je téléphone au technicien, et j'ai dit, est-ce que tu es au courant? C'était après une période de sécheresse de 15 jours ou 3 semaines. C'était très sec, c'était sur une soulane calcaire, donc en plein sud, et c'est dans une zone Natura 2000. Alors je lui ai dit tout ça. Le gars, il était surpris. J'ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Mais il me dit, tu sais, en agriculture, on ne fait pas toujours comme on veut, mais on fait plutôt comme on peut. Alors avec ce genre d'excuses, tout est permis. Aujourd'hui, les agriculteurs qui n'ont pas besoin de ces aides pour vivre vont en toucher beaucoup. Alors que les petits éleveurs qui auraient besoin de ces aides pour continuer leurs pratiques vertueuses et protectrices de l'environnement ne touchent pas ces aides-là. Donc il y a un vrai problème de fond, mais là il faut retoucher à la politique agricole commune qui existe depuis la fin de la Seconde Guerre et qui est absolument pas adéquate.